Avant de commencer la vidéo, je vais juste vous poser une simple question. C'est quoi le problème qui vous affecte le plus par rapport aux réseaux sociaux? Il y a eu énormément de problématiques qui sont apparues ces derniers temps, comme l'addiction à TikTok, la chute de notre capacité d'attention avec le fameux brain rot, l'obsession de l'image parfaite qui infeste Instagram, et plein d'autres dérives dont chacun de nous est plus sensible à certaines que d'autres. Enfin bref, pour en revenir à ma question, pour ma part, ce qui me bouffe intérieurement depuis des années, c'est un symptôme qui pourrait potentiellement toucher tout le monde, la fatigue numérique. On parle souvent du temps passé devant les écrans ou de l'obsession des notifications quand on parle de troubles liés au réseau. This is absolutely crazy. Mais il y a un syndrome en particulier dont on ne parle quasiment jamais et qui est pourtant tout aussi néfaste, qui s'appelle l'anxiété de la disponibilité. Ce sentiment d'être contraint de rester constamment connecté pour répondre à chaque message parce que ne pas le faire, c'est risquer de détériorer ses relations ou pire, subir l'exclusion sociale. Et contrairement aux autres problèmes, celui-là est impossible à résoudre par une simple déconnexion des écrans. Parce que le souci ici, c'est pas tant la technologie en soi en vrai, c'est toute l'évolution de notre vie sociale qui est en cause. Drainage de cerveau, FOMO, digital burnout, tout autant de termes abstraits pour définir ce que peut ressentir notre société qui se veut toujours plus connectée. Je me suis longtemps senti perdu face à ce phénomène mystérieux. Et peut-être que vous-même vous participez au problème sans le savoir, en submergeant vos amis de messages par peur de vous sentir seul. Donc pendant des années, j'ai questionné mon entourage, je me suis mis à enquêter, examiner et décortiquer de nombreuses études pour savoir si ce problème avait une réelle gravité. Et est-ce que ça ne serait pas juste une fausse intuition de ma part? On sait depuis l'invention des smartphones que l'abus des écrans peut devenir un vrai poison pour notre cerveau. Mais est-ce qu'on ne passe pas à côté des réels effets de notre dépendance aux messageries instantanées? Donc après avoir passé des heures sur ce sujet, je me suis finalement posé cette question, jusqu'à quel point de simples messages peuvent nous conduire droit vers notre burn-out numérique. Tout d'abord, j'ai envie de savoir, parmi toutes ces options, combien d'entre vous utilisent déjà régulièrement plus de 3 messageries instantanées? Personnellement, même moi qui ne suis pas très fan des messages, je compte déjà 3 de ces applis sur lesquelles je navigue tous les jours, et ça c'est sans compter celles que j'utilise qu'à certaines occasions, mais que j'ai quand même installées au cas où. Je mets évidemment les SMS de côté parce que c'est une fonction de base de nos téléphones, mais c'est juste pour vous illustrer à quel point notre quotidien s'est fait envahir par ce genre d'appli. Entre des Reels sur Instagram que vos potes vous envoient, les questions du taf sur WhatsApp et les organisations d'anniversaire sur Messenger, communiquer via les réseaux s'est transformé en une gestion de boîte de réception à grande échelle. Sauf que la différence entre des mails traités par une secrétaire et vos messages privés, c'est que ces derniers ne s'arrêtent pas une fois sortis du bureau. Je peux même faire un pari avec vous en disant que 99% d'entre vous va se faire interrompre par un message d'une de ces applis avant la fin de cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Et quand on parle de messages, on est forcément obligé de parler de notifications. Aujourd'hui, on sait tous que les notifications peuvent être une vraie source de stress et qu'on en a carrément développé une addiction autour de ça. 300 people liked your photo. Oh, my watch is pinging too. Sauf que le problème est encore plus profond que ce que j'imaginais. Je me suis rendu compte qu'on a rendu l'usage de nos téléphones indispensable, pas au sens de la dopamine, mais au sens social. Laisser un vu à quelqu'un est devenu un peu le red flag ultime en termes de communication par message. Vu, c'est le statut du message lu auquel on ne daigne pas répondre sur Instagram, WhatsApp, Tinder. Remis sur Snapchat, c'est encore pire parce qu'on n'a pas daigné cliquer pour lire le message. Quand on interroge les gens qui expriment leur frustration au fait d'être laissés en vue, on cite souvent l'impression de ne pas être considéré, l'inquiétude qu'on ne veuille plus leur parler, voire carrément un manque de respect. Parce que finalement, si elle devient une merde, parce qu'elle ne répond pas, c'est pas vous, c'est la personne en face. Voilà, c'est dit, c'est posé. Des raisons qui semblent plus ou moins légitimes à première vue, mais à partir de quel moment ça devient un red flag ? Est-ce que lire un message à la pause déj au taf et ne répondre qu'à la fin de la journée constitue un manque de respect parce qu'on n'a pas répondu dans la minute? Est-ce que répondre que quelques heures plus tard, après avoir écouté votre 43e vocal de la journée, est ressenti comme une insulte parce qu'on a préféré attendre d'être d'humeur à vous répondre? On a tous ce pote là qui nous envoie une note audio pendant 6 minutes et qui nous raconte sa vie avec plein d'hésitations. En gros, là où je veux en venir, c'est à partir de combien de temps l'absence de réponse passe d'un simple délai acceptable à une enfance insoutenable. Vous remarquerez que c'est une limite assez floue et qui est évidemment dépendante de chacun. Toute cette culture de l'instantané a créé de nombreux mécanismes d'hypocrisie dans notre manière de communiquer. Pour pouvoir lire un message et éviter d'activer ce fameux vu, on s'est tous mis à faire un geste qu'on fait tous. On lit les messages dans la barre de notification. Et faites pas semblant derrière votre écran à dire que vous le faites pas parce que
moi le premier je le fais aussi. Cette pression sociale du vu est tellement puissante qu'on se met à élaborer des stratagèmes pour l'éviter. WhatsApp propose même depuis un moment l'option de désactiver la fonction vue et le fait d'apparaître en ligne pour qu'on puisse contrôler notre trace et éviter les fameuses questions du style « Je t'ai vu connecté à 23h52, pourquoi tu m'as pas répondu ?» Dans un autre registre, la pression de la disponibilité a même été poussée plus loin avec le système de flamme sur Snapchat. Pour ceux qui connaissent pas, si vous passez une seule journée sans vous envoyer de messages sur l'application, le compteur retombe à 0, ce qui force implicitement à vous connecter tous les jours pour ne pas perdre le lien. C'est un principe plutôt ludique mais assez vicieux quand on regarde de plus près. Le système de dopamine est évidemment exploité ici parce qu'on prend plaisir à voir ce nombre grossir de jour en jour, mais c'est surtout un mécanisme de preuve sociale qui rentre en jeu. Manquer un seul jour sur Snapchat reviendrait à effacer d'un coup des mois d'investissement social et à perdre en quelque sorte votre compteur de popularité sur l'appli. C'est un mécanisme tellement puissant que même certains influenceurs avouent avoir payé pour ne pas perdre cette flamme. Avec Georges, je crois qu'on a 700 flammes. 600, je pense Mec, qu'on c'est est... balèze, hein. Et dites-vous, quand ils montaient l'Everest, Et il les achetait, ce tous les fou, jours, j'ai les acheté gars. les flammes, ça coûtait 1 euro par jour. Ah, t'as acheté juste pour remettre Ah la mais je flamme. ne voulais pas lâcher les Il y a flammes. 2 mois, on a perdu la flamme, j'ai racheté. Je sais pas pourquoi je suis accro aux Mais flammes. pourquoi t'es accro aux flammes, Je frère? sais pas. Je peux parler aussi d'un autre mécanisme social assez similaire. Par exemple, ne pas répondre à temps à la blague du moment sur votre groupe WhatsApp équivaut à rater le train et à vous sentir exclu temporairement de cette ambiance sociale. C'est le fameux concept du FOMO, la peur de manquer quelque chose que j'ai probablement un peu trop cité sur cette chaîne. Mais le FOMO résume en grande partie la principale motivation de beaucoup d'addictions sociales. Pour les plus vieux d'entre vous, vous vous rappelez sûrement de la hype que généraient certaines séries comme Prison Break ou Game of Thrones. Vous ratiez par malheur le dernier épisode en date et soudainement vous vous retrouviez à ne plus pouvoir suivre les discussions de vos amis pendant plusieurs jours. Et c'était pas tant l'épisode en lui-même que vous vouliez pas rater. C'était le lien social avec les autres que vous vouliez surtout pas manquer. C'était même arrivé à un point où des groupes anti-Game of Thrones ont vu le jour pour créer une contre-communauté pour ceux qui suivaient pas la série et avoir leur propre lien social. L'avantage du FOMO de l'époque, la peur de manquer quelque chose, c'est que ça se limitait qu'à certaines situations de la vie réelle et à des périodes limitées dans le temps. Sauf qu'aujourd'hui, on a réussi à transférer ce phénomène de manière permanente dans notre poche. On reste à l'affût H24 sur les réseaux, on chope notre téléphone dès le réveil pour scruter la moindre notification, et on ouvre chaque application toutes les 45 secondes pour être sûr de ne pas avoir raté un message ou une story inédite qu'on aurait pu louper. Et vous avez peut-être même remarqué que certaines entreprises se sont mises à carrément personnaliser le nom de l'expéditeur dans leur mail, ou carrément à faire du clickbait dans leurs notifications pour vous donner l'impression qu'une réelle personne de votre entourage vous a contacté. Et ça, c'est vraiment pas un hasard. Le marketing a bien compris depuis des années que s'appuyer sur de l'ingénierie sociale pour booster leur engagement était bien plus efficace que n'importe quelle affiche publicitaire. Tout est conçu pour que votre attention se concentre le plus possible sur ces petites bulles qui peuvent apparaître à n'importe quel moment. Et pourtant, en psychologie du travail, les chercheurs ont prévenu depuis des années du danger de cette surcharge numérique très similaire. Les centaines de mails à traiter chaque jour, les rappels de calendrier qui popent toutes les 2 minutes, votre manager qui vous envoie un message à 22h30 pour vous demander si vous pouvez lui envoyer un dernier fichier en urgence. Toute cette charge mentale causée par une surexploitation de votre attention résulte en un mal-être que vous connaissez tous, le burn-out. On parle de plus en plus de santé mentale en ce moment et c'est parfois trop balayé de côté avec des arguments bateaux du style « Ah c'est bon, nos grands-parents ont vécu la guerre, vous abusez à vous sentir mal les jeunes aujourd'hui ». Bon, non seulement c'est assez réducteur comme façon de penser, mais c'est surtout passé à côté d'un vrai constat que de plus en plus de scientifiques arrivent à observer. On commence de plus en plus à apercevoir le contre-coup des nouvelles technologies dans notre société. Here's what would happen. Here's what would happen. Dans votre téléphone, il y a des dizaines d'apps qui se battent toutes pour une seule chose, votre attention. Et l'impact, il est immense. Les personnes interrompues mettent 50% de plus de temps à terminer une tâche. Je suis addict à mon téléphone. L'impression de devoir sacrifier un moment de sa vie. On reçoit beaucoup trop de notifications sur nos téléphones et bien souvent elles sont inutiles. En 2024, le secteur bancaire de la Malaisie a réalisé une étude qui m'a particulièrement intrigué. Le pays connaissant une hausse inquiétante de burn-out, une augmentation du turnover et un stress toujours plus croissant au travail, des chercheurs ont essayé de comprendre les facteurs de ce phénomène. En analysant minutieusement les données recueillies à partir de sondages d'enquête, d'entretiens et d'indicateurs de performance, les chercheurs ont récolté des résultats assez déroutants. Ils ont pu observer une forte corrélation entre la surcharge d'informations, la surcharge de communication et l'intrusion de la vie privée sur la santé mentale des employés. C'est une des rares études aussi complètes que j'ai réussi à dénicher qui a examiné l'idée d'un réel épuisement causé par un excès numérique.
On pourrait penser que justement, plus on utilise ces outils de communication, mieux on performe grâce à toutes ces ressources. Et pourtant, certains des questionnaires recevaient massivement des réponses du style « Je me sens submergé par la quantité d'informations que je dois traiter quotidiennement, j'ai l'impression de devoir envoyer beaucoup plus de messages que je ne le souhaite, ou même je sens que mon utilisation de ces technologies facilite l'intrusion de ma vie privée ». Et le pire dans tout ça, c'est qu'aucune démographie n'est épargnée par cette pression numérique. Hommes comme femmes, jeunes célibataires comme parents âgés avec des enfants, et ce qu'importe le niveau d'éducation ou l'origine. L'étude en a conclu qu'il fallait impérativement élaborer des stratégies de réduction de cette charge numérique pour endiguer ce phénomène au risque de voir le taux de burn-out s'aggraver. Faire ici la comparaison avec notre rapport aux notifications et à nos messageries instantanées n'est clairement pas irrationnel. Maintenant, le contre-argument qui pourrait découler de cette étude serait de dire que ce phénomène n'est lié uniquement qu'au travail. Forcément, une montagne de messages liés à votre taf sur Slack n'est peut-être pas comparable à un enchaînement de vocaux de votre ami qui raconte sa journée. Et cette prochaine étude risque de vous faire changer d'avis. Je vous annonce, je suis tombé dans une spirale d'articles scientifiques qui a complètement chamboulé ma vision. Des recherches menées par Adrian Ward ont démontré que la simple présence de notre smartphone à proximité réduit nos capacités cognitives, même s'il n'est pas utilisé. Un effet tellement intense qu'il a été nommé brain drain, ou en français drainage de cerveau. L'étude s'est appuyée sur une expérience où plusieurs groupes de près de 800 participants devaient effectuer 2 tests. L'un consistant à résoudre des calculs mentaux en retournant une suite de lettres pour mesurer la mémoire de travail, et l'autre consistant à trouver la pièce manquante dans une série de formes géométriques pour mesurer l'intelligence fluide. Un peu comme ceux qu'on voit dans les tests de QI. La spécificité de l'expérience étant que l'emplacement du téléphone de chacun était différent pour les 3 groupes. L'un avait laissé leur téléphone dans une autre pièce, le deuxième l'avait rangé dans leur poche ou leur sac, et le dernier groupe l'avait posé à proximité sur le bureau. Pour expliquer simplement, la théorie formait l'hypothèse que le cerveau doit attribuer une certaine dose de concentration pour ignorer activement le téléphone et résister à la tentation de le consulter. C'est un peu le même principe qu'à la salle de sport où, pour éviter de se faire happer par les écrans accrochés au mur, on doit se concentrer en regardant volontairement dans le vide. Et les résultats ont été plus que convaincants. Le groupe ayant leur téléphone posé sur le bureau avait significativement moins bien performé sur les 2 tests que le groupe dont le téléphone était laissé dans une autre pièce. Les chercheurs ont demandé aux participants si l'emplacement du téléphone avait affecté leur performance, et 75% des participants ont répondu que selon eux, non, ça n'avait eu aucune incidence. Ce qui implique que même sans avoir pensé au téléphone, l'effet de drainage du cerveau s'était quand même appliqué. Le plus alarmant dans l'histoire, ça c'est vraiment un truc de fou pour le coup, c'est que même en reproduisant l'expérience, ils se sont rendus compte que l'effet négatif avait persisté et que le téléphone soit face vers le bas ou même complètement éteint. La différence de performance étant même gravement amplifiée si le participant était classé comme dépendant aux écrans. Je sais pas si on s'en rend compte, on avertit énormément des dangers des notifications ou du désastre du scrolling infini, pour de bonnes raisons, mais en réalité c'est vraiment la présence physique seule du téléphone qui cause une saturation du cerveau. Et cette surcharge permanente, elle stimule la production de cortisol. La cortisol, c'est l'hormone du stress, ce qui augmente le risque d'anxiété, le risque de fatigue chronique. Il faut que je vous raconte un truc. Dans la vie, je suis plutôt de nature introvertie. Pas dans le sens où je suis associable, j'arrive à me faire des amis assez facilement, mais plutôt que je préfère passer mon temps libre à faire des activités par moi-même. Me poser dans un parc solo, jouer du piano, me mater des vidéos YouTube dans ma chambre, les pieds sur le bureau. Parce que quand bien même j'adore passer du temps avec mes amis ou à rencontrer d'autres gens en général, les situations sociales me drainent petit à petit mon énergie au point où j'ai comme ce besoin de recharger mes batteries sociales en m'isolant au bout d'un moment. Et je pense même que les plus gros extravertis ressentent parfois cette nécessité à se ressourcer seuls de temps en temps. Sauf que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, j'ai comme cette impression qu'on a tous perdu ces petits moments censés être réservés avec nous-mêmes. Impossible de pouvoir déconnecter à 100% pour décompresser. Obligé d'avoir notre téléphone partout où on est pour ne pas ghoster nos contacts sans faire exprès. Et même si je décide de pas regarder mon téléphone de la journée, dans ma tête je vois les messages non répondus comme des mini-bombes à retardement. Je me dis à répétition à partir de combien de temps écoulé ça va devenir socialement mal vu de répondre à ces messages. Pour faire une analogie un peu bidon, je sais pas si vous vous rappelez des jeux flash qu'on jouait quand on était petit, où il fallait faire des pizzas ou des burgers et il fallait jongler entre les différents timers de cuisson. Et si ça prenait trop de temps, le client commençait à s'énerver. Là, j'imagine chaque message que je reçois avec à côté un compte à rebours de satisfaction sociale. Et j'ai comme une sensation de gérer ces messageries de la même manière qu'un service après-vente, alors que normalement, ça doit être un simple moyen de discuter avec les gens. Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que je réponds soit très lentement, soit
pas du tout. Et j'ai longtemps pensé que j'étais juste un gros tocard à pas répondre à temps à leurs messages. Je le suis peut-être vraiment pour le coup, mais je crois surtout que j'ai fait un burn-out numérique sans le savoir. Là, les vrais psychologues qui me regardent doivent se tirer les cheveux parce que je fais probablement de la psychologie de comptoir, mais c'est exactement ce que je ressens. Alors, j'ai pas envie de terminer sur un discours un peu trop bisounours où je dis qu'il faudrait arrêter les réseaux sociaux ou supprimer notre téléphone de notre vie parce que, de 1, c'est pas vraiment ce que je pense, et de 2, c'est pas du tout réaliste à notre époque. Même si je vous ai montré les effets négatifs de cette surcharge numérique, l'idée c'est pas non plus de faire le boomer à dire que les smartphones sont la source de tous les problèmes. Ça me rappelle les parents un peu trop matrixés par la télé qui répondent à leurs enfants « C'est à cause de ce foutu téléphone » quand leur enfant se plaint d'un mal de bide. L'idée, c'est plutôt d'apporter de la nuance et d'avertir sur les vrais risques de notre connectivité constante à ces machines. Je pense qu'on devient de plus en plus conscient par rapport aux dangers de ces technologies. Donc à mon avis, c'est à chacun de savoir si sa propre utilisation des réseaux permet une réelle liberté ou si au contraire ça rajoute un stress supplémentaire à votre vie. Bon ok, ça paraît ridicule vu comme ça, c'est juste des messages sur un téléphone au bout du compte, il y a 1000 fois plus grave dans la vie. Mais la prochaine fois que vous sentez l'envie de vouloir checker vos messages directement à votre réveil, posez-vous cette question sincèrement. Est-ce que j'ouvre mon tel parce que j'attends une vraie urgence, ou bien est-ce que j'alimente pas plutôt mon addiction à ces petites bulles? Après tout, ça reste que de simples pixels. N'est-ce pas? Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, je vous embête pas plus, vous connaissez la chanson, abonnement et like pour booster le référencement, et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, je serais curieux de lire votre expérience par rapport à tout ça. Allez, je vous libère de cette conclusion un peu trop longue, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.